octobre 2007. L'Esmeralda, un cargo immatriculé à Hong Kong, traverse le Pacifique depuis la Colombie vers le Mexique. Dans ses conteneurs, plus de 2 milliards de dollars de coke. Destination finale, les grandes villes américaines, Chicago, New York, Los Angeles. Les consommateurs attendent leur dose, prêts à payer n'importe quel prix. Mais à Manzanillo, grand port industriel mexicain où le navire doit accoster, le timing est désastreux. La marine mexicaine vient de saisir plusieurs tonnes de pseudoéphédrine, le précurseur chimique essentiel pour fabriquer la méthamphétamine. Suite à cette découverte, le gouvernement mexicain intensifie massivement ses contrôles portuaires. Au port, la tension est palpable. L'alerte rouge est déclenchée. Les autorités anticorruption découvrent que la douane a laissé passer des cargaisons suspectes, des marchandises entrées sans aucune documentation, sans le moindre contrôle. Si la pseudoéphédrine a pu passer, qu'en est-il des autres navires en approche? Leurs soupçons se portent sur l'Esmeralda, qui approche du quai. Ce navire transporte peut-être bien plus qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, de puissants narcos attendent leurs marchandises. Parmi eux, El Lobo, figure majeure du cartel Milenio. Il règne sur un territoire stratégique couvrant 3 États mexicains. Sous son commandement, jusqu'à 1000 personnes auraient été exécutées. Un homme de ce calibre ne supervise jamais personnellement une livraison. C'est trop risqué, trop exposé. Pourtant, ce jour-là, El Lobo se trouve à proximité. Quelque chose, la curiosité, l'intuition, le pousse à se rendre sur place. L'histoire dépasse l'imagination. Des années plus tard, devant un tribunal, El Lobo racontera tout. À quelle fréquence faisiez-vous entrer de la cocaïne par le port de Manzanillo? Chaque mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, selon les expéditions en provenance de Colombie. Quelles dispositions avez-vous mises en place pour assurer la sécurité de la poudre blanche acheminée vers Manzanillo? Eh bien, principalement avec le gouvernement, à la fois local et fédéral, ainsi qu'avec les responsables de la sécurité portuaire, les douanes et le procureur en poste au port. Avez-vous rémunéré les personnes que vous venez de décrire? Oui, Pourquoi les payez-vous? pour extraire les cargaisons de coke du port en toute sécurité. Comment faisiez-vous pour extraire ces cargaisons du port? Nous déchargions les conteneurs et les faisions sortir sans le moindre contrôle. En octobre 2007, aviez-vous une cargaison en route vers le port de Manzanillo? Oui, Où vous trouviez-vous au Mexique à ce moment-là? à cette époque, je me trouvais dans l'état de Colima, et comme j'étais à proximité, j'ai décidé d'aller au port. Quelle quantité de poudre attendiez-vous? Plus de 10 tonnes, D'où venait-elle? de Colombie. Quelle était la valeur de ces 10 tonnes? L'investissement s'élevait à plus de 30 millions de dollars uniquement pour la marchandise. À quelle fréquence vous rendiez-vous personnellement au port de Manzanillo pour récupérer votre marchandise? Pas souvent. C'est la raison pour laquelle nous avions du personnel sur place, des personnes responsables des opérations à Colima et Manzanillo. Pourquoi vous êtes-vous déplacé personnellement cette fois? À ce moment-là, j'étais dans la région. On attendait une cargaison exceptionnellement importante. Et comme je me trouvais à proximité, j'ai décidé de me rendre sur place pour superviser l'opération moi-même. El Lobo attendait 10 tonnes de poudre blanche, 5 fois plus que ses livraisons habituelles. Avec son emprise sur la région et un réseau de fonctionnaires corrompus bien établi, rien ne l'empêchait de profiter de cette infrastructure pour multiplier les volumes et maximiser ses profits. Expliquez au jury ce qu'il est advenu de cette cargaison de 10 tonnes en provenance de Colombie. Sur place, nous avons découvert que Caminante était également au port dans l'attente d'un autre conteneur rempli d'éphédrine. Mais l'opération a mal tourné. Ils n'ont pas réussi à le récupérer. Et la cargaison a finalement été saisie directement au port. Caminante travaillait pour les gars de Sinaloa. La pseudoéphédrine interceptée par les marines, elle leur appartenait. Ce cartel comptait parmi ses dirigeants Arturo Beltrán Leiva, l'une des figures les plus redoutées du Mexique à l'époque. On disait que sa fortune surpassait même celle d'El Chapo ou d'El Mayo.
Arturo contrôlait les opérations les plus lucratives du pays. Le port de Manzanillo en faisait partie. El Lobo collaborait étroitement avec Arturo et le réseau de Sinaloa. Leur relation était solide. On attendait notre cargaison sur place, mais à cause de cet autre conteneur, le niveau d'alerte au port avait considérablement augmenté. Pendant notre attente, on a découvert qu'un autre conteneur arrivait sur le même navire. Celui-ci transportait 10 tonnes supplémentaires destinées à Arturo. Revenons un instant en arrière. Qui était Caminante? Caminante travaillait pour Arturo. Il était responsable de Guadalajara, mais il supervisait également la réception des cargaisons de Manzanillo pour son compte. À qui étaient destinées l'éphédrine? Elle appartenait à Arturo. Elle appartenait au cartel de Sinaloa. Et la cargaison de poudre blanche destinée à Arturo, quelle en était la quantité? Il s'agissait également de plus de 10 tonnes. Combien de tonnes se trouvaient au total sur ce navire transportant votre cargaison? Au total, plus de 20 tonnes de coke se trouvaient à bord du navire lorsque nous l'avons découvert. Et voilà le problème. Arturo avait lui aussi une cargaison sur ce navire. 10 tonnes supplémentaires de coke étaient dissimulées dans un autre conteneur à bord de l'Esmeralda. Ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils partageaient le même bateau. Quelle a été votre réaction en découvrant que vos 10 tonnes et celles d'Arturo se trouvaient à bord du même navire? Ma réaction? J'aurais dû être prévenu. Si Arturo avait une cargaison sur le même navire, on aurait dû attendre. Parce que si l'une des cargaisons était saisie, l'autre le serait forcément aussi. Si on avait su qu'Arturo utilisait ce même bateau, nous aurions reporté notre envoi de plusieurs semaines. Qu'est-il advenu par la suite? L'inquiétude a commencé à monter. Tous les regards étaient désormais braqués sur le port de Manzanillo. Nos contacts à Colima nous ont prévenus. Il fallait patienter. Laissez retomber la pression. Les marines étaient déjà déployés sur place. Pourquoi les Marines étaient-ils présents sur place? Les marines étaient présents au port et effectuaient des contrôles renforcés sur l'ensemble des conteneurs avant leur sortie. Donc à ce stade, votre marchandise était-elle déjà au port? Oui, le produit était arrivé au port. Le navire était à quai. Et les conteneurs étaient en cours de déchargement. Ils cherchaient désespérément des solutions pour contourner les contrôles renforcés. La douane corrompue ne pouvait plus les aider et la tension montait. Rien n'était garanti. Le groupe explorait plusieurs options. Faire sortir le conteneur par le train industriel du port ou le remplacer par un autre. Il fallait agir vite avant que les marines ne mettent la main dessus. El Lobo contacte alors Rey, figure influente du groupe de Sinaloa, le frère d'El Mayo, l'un des principaux chefs du cartel, qui disposait de nombreux contacts corrompus dans la capitale. Mais même lui ne pouvait rien faire. Dès ce moment, El Lobo et Arturo communiquaient régulièrement. Ils étaient dans le même bateau, au sens propre comme au figuré. Qu'a fait Arturo pour tenter de récupérer la stupe? Arturo prenait ses propres mesures pour tenter de récupérer la marchandise, notamment en essayant de l'échanger. Puis il m'a contacté pour m'informer qu'il avait déjà parlé aux licenciados et qu'on allait recevoir leur aide. Que signifie échanger? Essayer de remplacer la stupe par une substance similaire ou de moindre qualité. Avez-vous réussi à le faire? Non, nous n'avons pas pu. Vous avez mentionné qu'Arturo avait contacté les licenciados. Qui sont-ils exactement? Oui, je parle de Garcia Luna et des hauts responsables du gouvernement. En tant que secrétaire à la sécurité publique à partir de 2006, Garcia Luna détenait un pouvoir immense. Il contrôlait l'ensemble de la police fédérale mexicaine, les ports, les aéroports et les autoroutes. Il incarnait la guerre contre la drogue du président Calderón. Aux États-Unis, aucun poste équivalent ne concentre autant de pouvoir. Membre du cabinet présidentiel, il commandait des dizaines de milliers d'officiers. Pourtant, durant toute cette période, Garcia Luna était secrètement à la solde du cartel de Sinaloa. Les sommes qu'il recevait étaient telles qu'un jour, selon les témoignages, lors d'une réunion dans un ranch isolé avec plusieurs leaders de Sinaloa, il les aurait prévenus qu'ils ne pouvaient temporairement plus accepter de cash. Il recevait trop d'argent pour être en mesure de le blanchir assez rapidement.
Paradoxalement, il était perçu comme l'architecte principal de la lutte antidrogue au Mexique et bénéficiait d'un soutien solide de Washington, qui voyait en lui un allié de confiance, probablement le partenaire mexicain le plus stratégique des États-Unis. Pourtant, celui qui était censé mener cette transformation travaillait secrètement pour le cartel, qu'il prétendait combattre. C'est l'un des échecs de renseignement les plus spectaculaires de la guerre américaine contre les cartels. À l'époque, personne ne le savait, ou du moins, ce n'était pas encore une préoccupation majeure. Bref, Arturo, vous vous souvenez? C'était lui qui entretenait le contact direct avec l'équipe de García Luna. Que s'est-il passé après qu'Arturo a contacté les licenciados? Arturo m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ils allaient gérer ça directement depuis la capitale. Ils enverraient une équipe sur place. Qu'avez-vous fait alors? Il a expliqué qu'il fallait verser 10 millions de dollars au total. 5 millions immédiatement, puis les 5 millions restants une fois les conteneurs récupérés. Avez-vous effectué le paiement de 5 millions de dollars? Oui, j'ai versé les 5 millions de dollars pour garantir la libération des conteneurs. Et après le versement des 5 millions de dollars aux licenciados, que s'est-il passé? Après avoir versé l'argent, on attendait la récupération des conteneurs. Mais la situation au port s'est rapidement détériorée, jusqu'à ce que les autorités saisissent le premier conteneur d'Arturo. Qui a procédé à la saisie du premier conteneur d'Arturo? Les marines et les autres fonctionnaires présents au port. Que s'est-il passé après la saisie du conteneur d'Arturo? On espérait tous que le second conteneur pourrait encore être récupéré, qu'après la saisie du premier, la tension se relâcherait. Qu'est-il arrivé au second conteneur? Environ 2 jours plus tard, le second conteneur a été découvert et saisi à son tour. La saisie a atteint un total de plus de 23 tonnes de coke, un record au Mexique et la plus importante saisie jamais réalisée dans le monde à l'époque. La marine affirme qu'elle a activement poursuivi l'enquête depuis le début. Préalablement alertée par la saisie de pseudoéphédrine et les dysfonctionnements du contrôle douanier, elle avait repéré que la documentation de certains conteneurs du navire Esmeralda présentait des anomalies, tout en ayant été validée par ces mêmes douanes. La marine avait déployé une unité spéciale dans le port pour lutter contre la corruption et intercepter les trafiquants. Au Mexique, les marines jouissent d'une meilleure réputation que les policiers locaux ou fédéraux. Ils sont considérés comme moins corrompus. Au total, 6 conteneurs ont été ciblés pour inspection. Outre des milliers de paquets de savon, 2 d'entre eux recelaient une cargaison bien différente. L'un appartenait à El Lobo, l'autre à Arturo. Sur la scène, la marine menait les opérations, épaulée par la police fédérale. Cette même police fédérale, dirigée par García Luna, était censée faciliter la récupération de la cargaison pour le cartel, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Car le véritable problème venait d'ailleurs depuis le départ, un élément crucial que personne ne soupçonnait. En réalité, l'information provenait de la DEA. Les Américains avaient alerté leurs homologues mexicains. L'agent Adrián Ibanez témoigne au procès sur ce qui s'est passé. J'aimerais revenir à octobre 2007. Quel était votre rôle à la DEA à cette époque? À cette époque, j'occupais le poste de spécialiste en analyse de renseignement au bureau de la DEA à Guadalajara, au Mexique. Quelle région du Mexique était couverte par le bureau de la DEA à Guadalajara? Notre bureau couvrait les états de Jalisco, Colima, Aguascalientes. Ce mois-là, la DEA a-t-elle agi en lien avec le port de Manzanillo? Oui, nous avons reçu un tuyau de notre bureau de la DEA à Tijuana concernant une importante quantité de cocaïne au port. On nous a transmis des numéros de conteneurs. J'ai effectué des recherches sur ces numéros dans la base de données maritime. J'ai découvert qu'ils se trouvaient au port de Manzanillo et qu'ils étaient arrivés à bord du cargo Esmeralda. Après avoir reçu cette information et effectué vos recherches, quelle action avez-vous entreprise? Nous avons partagé cette information avec nos collègues de la police fédérale mexicaine basée au port de Manzanillo. Cette information était-elle de nature confidentielle? Elle était sensible, car il s'agissait d'une information directement exploitable sur le terrain. Autrement dit, toute fuite pouvait faire échouer l'opération. Au port, outre la police fédérale, c'était principalement la marine qui gérait les conteneurs. Des agents de la DEA s'étaient également déplacés sur place pour s'assurer que la cargaison ne s'évapore pas dans la nature.
un scénario fréquent au Mexique à cause de la corruption endémique. Selon la DEA, leurs renseignements pointaient vers la faction d'Arturo Beltrán Leiva comme propriétaire probable de la marchandise, une intuition qui s'est avérée exacte. Je voudrais maintenant revenir au 31 octobre 2007. Que s'est-il passé à cette date ? Nos homologues mexicains nous ont confirmé la présence de coke dissimulée dans ces conteneurs. Nos agents étaient sur place au port. Lorsque vous mentionnez la présence d'agents au port, des agents de la DEA se sont-ils effectivement déplacés au port de Manzanillo ? Oui, madame. Pour quelles raisons s'y sont-ils rendus ? C'était une procédure standard. Chaque fois qu'une saisie était imminente, on envoyait des agents au port pour exercer une surveillance et signaler clairement au gouvernement mexicain notre intérêt pour l'opération. On voulait s'assurer que la fouille des conteneurs soit menée avec rigueur. Selon votre expérience, pourquoi cette pression était-elle nécessaire ? Par le passé, on avait constaté que sans notre présence sur place pour superviser les opérations, les saisies n'aboutissaient pas toujours. C'était aléatoire. Les conteneurs ont été inspectés et placés sous scellés dans le port, sous haute surveillance, en attendant que les autorités décident de la marche à suivre. Mais les cartels n'allaient pas abandonner si facilement. N'oubliez pas qu'El Lobo avait versé 5 millions de dollars de pots de vin à Garcia Luna pour résoudre ce problème. Il s'attendait à des résultats concrets. Peu de temps après, une réunion décisive se tient à Cuernavaca, dans la résidence champêtre d'Arturo. El Lobo s'y rend accompagné de son équipe. Sont également présents des membres de l'organisation d'Arturo, son frère Héctor, l'homme aux solides connexions politiques, ainsi qu'un redoutable lieutenant surnommé La Barbie. Au cœur des discussions, comprendre ce qui a mal tourné au port, mais surtout trouver une solution face aux Colombiens. Dans ce milieu, les fournisseurs colombiens livrent presque toujours leurs marchandises à crédit, un système éprouvé où les cartels mexicains écoulent d'abord le produit, empochent les profits, puis règlent ensuite leurs dettes. Le paiement intervient toujours avec un délai, mais c'est devenu la règle dans ce business. Il est essentiel de comprendre que les Mexicains ont radicalement transformé leur rôle. Autrefois simples intermédiaires, ils dominent désormais entièrement le trafic, reléguant les Colombiens au seul rôle de producteurs sur leur territoire. De retour à La Réunion, la propriété bénéficiait d'une sécurité à plusieurs niveaux. Des hommes armés patrouillaient le périmètre extérieur, tandis que les gardes personnels d'Arturo assuraient la protection à l'intérieur. Plusieurs SUV se sont garés devant l'entrée et Garcia Luna en est sorti, impeccable, dans son costume cravate. Après les présentations d'usage, c'était la première rencontre entre El Lobo et le puissant fonctionnaire. Ils se sont tous dirigés vers une petite terrasse aménagée au cœur de la résidence. L'objectif de cette rencontre était simple. Garcia Luna devait justifier son incapacité à récupérer le cargo malgré les 10 millions de dollars versés. 5 millions par Arturo, 5 millions par Lobo. Selon lui, la situation lui avait totalement échappé. Les Américains et la marine mexicaine étaient déjà sur le coup. Pire encore, l'opération était compromise depuis le début. Une fuite en Colombie avait signalé la cargaison avant même son départ. L'alerte avait été déclenchée à la source, les Mexicains ne pouvaient rien y faire. La cargaison était condamnée dès le départ. Pourquoi ce détail est-il crucial ? Dans ce milieu, tant que la marchandise n'a pas atteint le sol mexicain, la responsabilité incombe aux Colombiens. Ici, l'échec leur revenait. La fuite d'informations venait de chez eux. La réunion s'est prolongée une trentaine de minutes. Arturo et Héctor se sont ensuite isolés avec Garcia Luna pour aborder d'autres dossiers en privé, laissant les autres membres patienter à l'écart. Avant de partir, Garcia Luna s'est engagé à leur transmettre le rapport officiel, prouvant que la fuite avait bel et bien pris sa source en Colombie, disculpant ainsi les Mexicains de toute responsabilité. Vous avez mentionné précédemment que vous rencontriez des difficultés avec les Colombiens suite à cette saisie. Pouvez-vous nous expliquer la nature de ce problème ? Ils pensaient qu'on n'avait pas les bonnes protections en place et que c'est pour ça que la cargaison a été saisie à Manzanillo. Les Colombiens vous ont-ils tenus responsables de leur perte ? Oui, ils nous tenaient entièrement responsables de leur perte. Quel était le montant de ces pertes ? Plus de 30 millions de dollars,
qui avec l'ensemble des frais annexes atteignait près de 50 millions. Comment avez-vous résolu ce conflit avec les Colombiens au sujet de la marchandise perdue? En leur transmettant une copie du document officiel prouvant que la fuite provenait de leur côté et non d'une autre. Et qu'est-il arrivé après leur avoir transmis une copie du document fourni par Garcia Luna? La responsabilité ne nous incombait donc plus. Les Colombiens ont résolu le problème entre eux. Et Arturo et moi avons trouvé un arrangement. Combien d'argent avez-vous économisé grâce aux informations sensibles transmises par Garcia Luna provenant des services de renseignement américains? Sans ce document, nous aurions dû assumer la responsabilité de près de 50 millions de dollars de pertes face aux Colombiens. Concrètement, combien cela vous a-t-il permis d'économiser? Grâce à ce document, on a évité de devoir rembourser 50 millions de dollars aux Colombiens. En parallèle, plus de 23 tonnes de poudre colombienne partent en fumée. Une perte estimée à plus de 400 millions de dollars en valeur de gros. Le gouvernement américain, lui, avance un chiffre bien différent. Avec un prix de détail dépassant les 100 $ le gramme, la valeur totale atteindrait plus de 2 milliards de dollars. Ces calculs spectaculaires font les gros titres, mais ils ne reflètent absolument pas la réalité économique du business. Derrière ces chiffres tape à l'œil se cache toute une économie complexe qui fonctionne comme une véritable entreprise multinationale. La vraie question est ailleurs. Combien gagnent-ils réellement? Et quelle est leur véritable marge bénéficiaire? Sans oublier que toute la chaîne logistique doit encore être gérée pour acheminer la marchandise jusqu'aux États-Unis. Mais c'est une histoire pour une autre fois.